Ah, bonjour. Bonjour, bonjour. Pietro Pizzuti. Pietro Pizzuti. Comment vous parlez en moins d'une minute de Pietro Pizzuti? C'est impossible. Cet homme est un soleil, d'abord pour tout le monde, et puis évidemment pour les spectateurs avec qui il partage son art. Dans l'invité du public, vous allez voir... normalement, il faut regarder ça quand il pleut. Là, pour l'instant, il y a du soleil. Mais vous regardez Pietro Pizzuti quand il pleut et vous avez du soleil dans la tête, dans le cœur. C'est un grand ami. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, que nous avons rencontré au conservatoire. C'était il y a 3 siècles et il n'a pas changé. C'est-à-dire, c'est quelqu'un en plus qui ne prend pas une ride. Et en plus, c'est un homme extraordinaire, généreux, souriant. 1 heure avec Pietro Pizzuti dans votre salon, c'est du soleil pour toute l'année. À très vite maintenant, je l'espère, nous l'espérons. J'espère que vous allez toujours bien et qu'on se revoit très vite. Voilà, vous êtes chez vous un peu ici, hein? Non, ici, non, on va être là, pour le moment. Oui, c'est parce qu'il y a c'est non, il y a un jeu dessus. Alors, je ne sais pas si 1 heure sera suffisante. 1 heure, je ne sais pas si ce sera suffisant, parce que Pietro Pizzuti est comédien, il est auteur, il est metteur en scène, donc il y a beaucoup de choses à dire à propos de combien de 25 ans? Non, 33. 33. Ça nous rajeunit. Voilà. J'ai commencé trop tôt. Et alors maintenant, ça fait 33 ans l'âge du Christ. J'ai commencé en 78. Alors, à 20 ans. Oui, voilà. Là, j'avais 20 ans, j'en ai 54. Et alors, j'ai commencé donc avec Marcel Delva, groupe animation théâtre. C'était au Ciné-Rio, pour ceux qui connaissent la place. Aujourd'hui, Jourdan. Avant, il y avait un théâtre. Et c'était le lieu où on démarrait des stars, moins internationales que belges, Wallonie fédérée. Et c'était de Sauteuse, Breuil, voilà. Et merveilleux, le chat. Pierre, Philippe. Ah, qui a commencé là avec M. Extraordinaire. Quelle génération. C'était mes grands frères. Entre les différentes casquettes, auteur, metteur en scène, comédien, aujourd'hui, Oui. quelle est celle qui vous tient le plus à cœur? Alors, cultiver des plantes dans les pouilles. Mais l'eau est toujours un problème, madame. L'eau va être un problème planétaire extraordinaire dans très peu de temps. Là, vous inquiétez de rien. Mais bon, voilà. Non, c'est un mélange, doux mélange, que dire avec le papa de Laurence Vielle au premier rang, par exemple, qui est alors une poétesse, une fée qui m'attire vers la guidance d'être humain, mise en scène, c'est merveilleux quand on est dedans et dehors. Ce rôle-là, je l'ai eu à un moment donné dans Animal, parce que je suis à la fois comédien, qui s'est joué là. Je faisais des pointes. Hein. Voilà. Et d'abord, j'ai aussi avec Naître. Oui, je termine en poulet. Avec une soupe de persil bien placée. Et ça, c'est très chouette quand on est à la fois dehors et dedans. C'est vraiment la belle casquette. C'est-à-dire qu'on a un peu le privilège d'être relié par oui, on va dire le nez du clown, et puis on l'enlève et on est de... J'avais fait d'en Naître à la Balsamine, mais c'était plus confidentiel. On abordait des problèmes un peu plus lourds. Quoique l'extinction des espèces, c'est pas léger. Bon, et donc, alors, là, on abordait la maternité. J'en sais beaucoup sur la question, puisque j'ai fréquenté à 2, hein. On était à 2. Ça, on va en parler tout à l'heure. Mais je voudrais simplement... Est-ce que j'ai répondu? Est-ce que j'ai pas répondu? Ah, d'accord, il n'y a
Pour une fois, cet homme-là, vous savez, fait des choses extraordinaires. C'est un des derniers repères. De l'avoir ici, comme toutes les stars très modestes. Oui, mais tu me le pourquoi? Non, vous l'avez demandé hier, l'autre veux-tu vous? Et en fait, je me suis souvenu que non, ça date, mais on oublie, hein, l'artérosclérose galopante, le et alors, j'étais où ça, non pas Kinépolis, Volubilis, entre Kinépolis et j'étais à Volubilis avec Angelo Bison, c'était en avril, donc c'était pas il y a pas si longtemps. Mais est-ce que c'est une envie qui est moins présente aujourd'hui? D'être comédien, d'être sur scène, là c'est un texte qu'on vous a offert. Oui, c'est parce que c'est un immense privilège. Alors on veut prendre la parole pour dire des choses qui nous tiennent très à cœur et à corps. C'est humain, ça arrive à tout le monde, le bistouri, le droit, les lumières, on essaye d'aller vers des choses qui nous tiennent à cœur. Voilà. Et c'est un privilège de choisir. Mais bon, moi, après, comme je suis intermittent du spectacle et que je chôme, après, j'ai pris la balance morale en allant faire du bénévolat. Voilà, tout le monde sait tout ça. Et donc, je choisis. Et quand on choisit, eh ben, c'est un grand privilège, n'est-ce pas? Mais voilà. Si vous croisez, si vous connaissez Pietro, vous le croisez en rue, que vous lui dites bonjour, mais qu'il ne répond pas, c'est que c'est son frère. Parce qu'en effet, vous avez un jumeau. Oui, mais il n'est pas... Non, mais un frère, étonnamment jumeau. Oui, étonnamment jumeau. Donc... Et ce qui est bien, c'est que vous avez donc grandi dans le ventre de votre mère. Oui. Vous avez un double en permanence depuis votre question. Oui. Et vous faites un métier où cette question du double est très présente. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Mais je crois, c'est-à-dire que j'ai l'impression que quand on est sorti, parce qu'à l'intérieur j'ai tout oublié, et on faisait beaucoup de choses, je suis sûr qu'on faisait des choses extraordinaires. Et alors, après avoir fait une sorte de choses intra-utérines, à la sortie, je me suis quelque peu reconnu. Et face à cet autre être qui n'était pas moi, mais qui me ressemblait totalement, j'ai dû me distinguer. Mais elle est forcément une sorte d'appétit au dialogue, ou au moins à la, oui, je dirais, à la nécessité de faire avec. Parce que il y avait des complicités, vu qu'elles avaient été intra-utérines, extra-utérinement, très fortes. Et donc, il a fallu les gérer. Alors voilà, et on les gère toujours aujourd'hui quand il s'agit de choses très épineuses, comme l'âge des parents et des choses comme ça, parce que la vie est une belle, un cycle comme ça, extraordinaire. À fréquenter, etc. Et donc les vieux parents doivent être gérés. Et alors les frères jumeaux là-dessus ont aussi une sorte de complicité extraordinaire, alors qu'ils se bouffent le nez 5 minutes avant d'entrer on va dire en rendez-vous, pas en représentation, mais quelque peu quand même. Et au moment où ils sont en représentation rendez-vous, ils ont une sorte de tir groupé qui est extraordinairement difficile à éviter, et on n'en sort pas indemne, on est redoutable. Et ma sœur, là, ces jumeaux extraordinaires, 120 kilos de générosité humaine et d'appétit de vivre, qui au milieu, vous imaginez le trio, donc c'est incroyable. Ça fonctionne merveilleusement, ce n'est pas facile à porter, mais enfin il y a beaucoup d'autres cas de fratrie, de choses qui sont aussi très polissons, n'est-ce pas, à gérer dans sa vie. Hein. On est tous ancrés dans ça. Mais la gémellité, c'est quand même particulier. Oui, c'est particulier. Comme je n'ai pas vécu l'autre, la non-gémellité, avec ma sœur, c'est une femme, et elle a 7 ans de plus que moi. Donc là, j'ai un rapport
très passionné, très amoureux de sœur, comme on l'a avec une sœur. Mais la gémellité est très difficile à décrire, très difficile. Elle est tellement... et voilà, elle est là, elle vous tombe, vous laissez dedans, et qu'est-ce que... Voilà. Alors il faut... mais je crois, moi, ça m'a donné que des merveilles, hein, pour me résumer. Parce que je mets des virgules, un tel mais je ne les aimais pas ici, je n'arrête pas la phrase. Donc vous me dites quand je vais arrêter. On fait des photos aussi, elle est merveilleuse. Je fais la ponctuation. La ponctuation ce soir, parce que le texte de Stanislas c'est un peu comme ça, hein, mais on l'a mieux travaillé. Donc, on met des virgules, des points virgules et des points. Et donc la gémellité, moi, ça m'a apporté certainement ce travail de miroir, ce travail et aussi de comprendre que l'être humain est toujours au moins double. Mais je crois que ça, on le comprend tous. Qu'on soit jumeau ou pas, peut-être plus, j'ai eu la chance de comprendre plutôt au moins double. On est fait de choses très différentes. Voilà, et ça aide à parler, ça aide à parler. Il faut rentrer en dialogue très vite, c'est vital. Ouais. C'est vital. Né à Rome. Ah là là, unique objet de mon ressentiment. Oh, mais que j'aime, parce que oui. C'est important, ça. Ben, c'est un traumatisme, évidemment. Je vous dis, on était dans une j'ai le souvenir exact, hein, de comment tout ça s'est passé. Donc j'ai poussé en premier, mon frère me poussait derrière, un coup comme ça. Paf, c'est sorti, donc c'était déjà une aventure combinée. Et ma mère était stoïque, extraordinaire, puisque en femme italienne, tout à coup, 2 jumeaux, donc avec la sœur qui, elle, ce jour-là même, perdait sa primauté de 7 ans. Ouais. 7 ans fini. Ouais. Et alors Rome était avec les... Parce qu'on était le 11 juillet, madame, le 11 juillet. Il était tôt matin et l'aube se levait. C'était Monte Mario, une des 7 collines. Très cuisinier. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui dans cette manière, dans votre manière d'aborder ce métier? Oui, il a beaucoup de... L'italien, il fait le dos rond, il est affable, il est séducteur, il est moins calculateur, mais tout autant, mais comme il a le terrible des calculateurs, mais comme il a un grand don pour la spontanéité et la verve, et le bouger des mains, le parler, des lèvres, des bouches, tout ça, il est forcément capable de manipulation, donc très fortement. Je dois sentir à la personne manipulée, dans ma sœur mon père, et moralement, intellectuellement et physiologiquement. Et alors, ça a fait que je suis encore très heureux parce que ça fait 33 ans qu'on me paye pour faire le métier que j'adore et qui est un cadeau tous les jours. Ouais, c'était pas forcément le premier choix. Pendant tout un temps, il y a eu 2 études qui ont été faites. Oui. Parallèlement, il y a eu évidemment un conservatoire à côté et des études de sociologie. Alors, il paraît que c'était vraiment des allers-retours entre les deux. Oui. Alors ça, c'était très clair. C'est-à-dire que j'ai rencontré Bernard Marbet, quand même à 16 ans, parce que celle qui est devenue ma belle-sœur, la femme de Marco, Diana Messina, qui est psychologue extraordinaire, dont je vous donnerai les... Elle travaille très très bien pour beaucoup de choses, elle nous aide à traverser toutes les étapes de la vie, Diana Messina. Et elle m'a dit, mais tu dois venir au cours d'informatique quand même, parce qu'il manque beaucoup de choses, et il manque toi, il manque des poèmes. Elle savait que j'en écrivais. On avait une activité poétique intense, elle et moi. Et c'est une femme adorable avec qui j'ai une complicité extraordinaire et qui m'a dit, viens. Et alors j'ai joué tout de suite parce que j'ai vu après, qui mesurait vraiment. Et alors, ça c'était fait. Mais mes parents m'ont... Alors là, j'ai commencé, c'était clair. Le choc total, le trauma positif, paf, comme ça, j'ai dit voilà, je suis né pour ça. J'ai finalement trouvé ce que je vais faire pendant 95 ans. Et alors, donc, je me suis dit, on va continuer. Et les parents ont dit, ben oui, mais bon, alors j'ai compris, sociologie, rien contre sociologie, parce que le nom est joli, et qu'il y a certainement beaucoup de choses à apprendre, et qu'il
il y a peut-être des points communs. Alors, sans blaguer, j'ai un peu pris ceux qui là où il y avait le moins de maths. Les maths, ça va pas. Et les stats, bon voilà, j'ai découvert les stats, ce n'est pas mieux. J'ai fait la sociologie à Louvain. À Louvain. Pourquoi à Louvain? Parce que, alors tout le monde a dit famille catholique, et c'est bien sûr, mais en même temps, moins de maths qu'à l'ULB. Donc, moins de maths. Alors moi, décidant pour aller vers du côté humaniste, j'ai pris la socio, et là, j'ai rencontré, c'était le bonheur, des professeurs extraordinaires. Il faut savoir que quand même, j'ai eu cours avec François Outard, j'ai eu cours avec Jean Rémy, ce sont tous les grands pontes de l'altermondialisme d'aujourd'hui. Ricardo Petrel, à l'époque, il me donnait des... Et moi, je l'ai re-rencontré à ce moment de ma vie ici, pour mon grand bonheur. Donc, des grands intellectuels qui m'ont aidé à penser des choses, à développer mon esprit critique, certainement, de volonté, d'appétit pour l'histoire du monde avec un grand... voilà. Et le goût pour l'écoute, le dialogue, encore une fois, l'analyse des choses. Donc j'ai adoré, j'ai rencontré Philippe Hensmans, enfin le directeur d'Amnesty International, qui est un pote extraordinaire. On a étudié ensemble, on était 7, et on faisait l'aller-retour. On ne voulait pas dormir dans le béton et la boue. C'était l'époque dont on voit le Deukenleut. Et alors, on construisait Louvain-la-Neuve. C'était une horreur. Ça l'était un peu toujours. Mais on était au début. Il fallait s'accrocher vraiment au milieu de la boue, aller trouver l'auditoire. Et la première année, Tinsestraat. Je vais aller travailler avec une Nederlandsleer. On va voir un peu après l'exercice. Et alors, après ça, j'ai fait le clown entre Bruxelles et Louvain-la-Neuve, après Tinsestraat, parce qu'il fallait faire l'aller-retour et qu'on n'avait pas envie de côté. Maman, on avait la même. C'est compliqué quand même, non, sociologie d'un côté, puis le conservatoire de l'autre. C'est la priorité très longtemps, mais il y a quand même des allers-retours. Des allers-retours. Alors, ça veut dire que j'ai eu la chance de travailler donc en 78. En 78, pour donner des dates, je venais de terminer, mais j'avais mon mémoire. Et je me baladais avec Hélène Tomissen, avec Hubert Craé, je dis bien, et avec regretté Patrick Poux, dans une Opel cadette break, une rouge. Et nous allions sillonner toutes les écoles de fédération, n'est-ce pas, comment dit-on aujourd'hui, Bruxelles, Wallonie, Belgique, communauté francophone français, non belge, mais vivant quand même en ici, payant des impôts. Et nous avons fait donc toutes ces écoles, on a joué 6 mois. Et moi, je potassais mes cours, parce que j'étais en dernière année. Donc Hélène me faisait répéter par cœur la sociologie urbaine et rurale, Jean Rémy qui était extraordinaire, j'étais spécialisé là-dedans. Voilà, parce que je me suis dit le jour où je cote de l'EC, je vais direct au cabinet d'études de mon frère architecte, le cyclé. Oui, certes, architecte extraordinaire, donc alors je donnerai l'adresse aussi. Il donne, il restaure, il refait beaucoup de choses, il est en... Et malgré la crise, enfin, donc c'est vous dire. Et donc, je vais sociologie, le pont, refaisons ça. Et en même temps, je jouais en professionnel, parce qu'on démontait la scéno, je jouais l'Indien et le Bronx, 2 pièces d'Israël Horowitz. Le groupe animation théâtre, c'était Delval et Micheline Hardy, qui avait donc une ASBL extraordinaire, qui allait dans les écoles, déjà à l'époque, il y avait une immense activité de théâtre scolaire, et nous avons sillonné la Belgique. À partir de quand vous vous êtes dit la sociologie, on va la mettre sur le côté, on va se consacrer à ce métier qui est le métier du théâtre? En fait, ça a été merveilleux parce que je n'ai jamais eu l'impression de prendre la décision. Non. Ça s'est passé que j'ai enchaîné les contrats. J'ai enchaîné les contrats de travail, pas pour mon plus grand bonheur, et donc évidemment la sociologie est restée, le travail au théâtre, j'entends, et donc la sociologie est restée un bagage. Un beau bagage. Qui vous sert? Ah oui, ça me sert beaucoup d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, ça sert. Et c'est très...
Ben, je crois qu'aujourd'hui, je retrouve ça dans l'écriture. Dans l'écriture, voilà, j'affectionne particulièrement le fait d'aborder des thèmes et des sujets qui font pince strapontin malgré votre merveilleux dévouement de public fidèle, mais quand même qui sont des sujets très difficiles. Et dans ce théâtre, on fait ça. On prend le risque d'aborder l'excision, d'aborder toutes sortes de choses très problématiques de nos jours. Même pour de l'eau. Là, c'était un autre théâtre. C'était au Martyr. Donc, le théâtre belge, vous savez, il faudra un jour qu'on fasse un monument au théâtre belge d'expression française. Parce que c'est un conglomérat de héros et d'héroïnes alors, qui, envers et contre tout, il faut le dire, manque de moyens chez nous, structurel, la crise, on ne sait pas ce que c'est, on est évident. Donc, il y a vraiment pas de problème, mais on tient bon, et grâce à vous, qui répondez, fidèles ou moins, mais enfin abonnés ou désabonnés, ou revenus de l'abonnement, on continue à dire des choses et à les faire en communion. C'est vraiment un beau rapport. Pour revenir au début et à Philippe Exman, oui. il a un souvenir de votre début, de votre premier rôle professionnel. En tout cas, ce souvenir-là, son souvenir à lui se rapporte à une pièce de Pasolini. Oui. Au Milano, à Naudel. Ah, mais ça c'était... Et il y a eu une grande fête organisée, un grand souper organisé par votre papa. Par le papa, mais c'était donc à la maison, ça. Hein. Oui, certainement. À la maison, donc, mes parents ont acquis en 72 le numéro 10 Square Labus, qui est une maison construite pour, à l'époque, semble-t-il, mais mon frère infirme cette chose. Donc la légende familiale est un peu boiteuse aujourd'hui. Mais moi, je savais, j'avais compris que c'était un architecte qui avait fait ça pour un Charez, un grand concertiste. La maison est de 1926, l'âge de 20 ans. Et donc, elle est née le 2 avril 1926. Et la maison comporte... J'ai fait un long détour. Mais Eric, je suis avec toi. Pourquoi je dis la maison? Parce que la maison a un salon qui est grand. Combien de mètres carrés il y a ici? Mais tout en longueur et en hauteur, puisque c'était le hall de concert de ce monsieur. Et donc, mon papa, qui a un cœur grand comme le cœur des papas, avait le goût de convier la moitié de la salle. Mais donc ce souper, c'est une manière de vous dire, vas-y. Intronisé, vas-y, intronisé. Moi j'ai eu, si vous voulez, je ne sais plus. Je dois me pincer tous les jours pour me dire que c'est de la vie réelle et pas un rêve. Hein, vraiment. Alors, voilà, on ne peut que partager tout le bonheur qu'on a eu des parents qui sont vraiment là, non seulement à vous guider, mais à vous pousser sans avoir l'air de le faire. C'est extraordinaire. Je souhaite à tous les enfants du monde, et je sais qu'on est très loin du compte, d'avoir des parents que j'ai. Ouais. Oui. Et donc, ils n'ont jamais eu peur, ils n'ont jamais eu peur. Mais tout le temps, dans leur culotte, mais en même temps, et ils assumaient complètement. Et donc, à la fois avec leur éducation et leur croyance et leur foi immense et incommensurable dans la vie et dans l'amélioration de l'être humain, ça m'a été inoculé. Sinon, moi, je serais déjà dans le caniveau de Dream. Quand on allume une télé, on se tape la tête. Je ne suis pas adapté du tout pour ce que je vois et ce dont je suis épargné. Comment on conjugue ça? Je me suis trompé quelque part. Ce dont je me sens épargné. Le don, moi, c'était pas dans la langue maternelle, ça n'est toujours pas la langue maternelle. Et alors, l'idée, c'est qu'à un moment donné, je me dis, mais je suis totalement porté par ça. C'est une chance inouïe, incommensurable, indicible. L'écriture, c'est une manière de supporter ce monde-là ou d'en témoigner? Oui, c'est un peu... Oui, il y a souvent des thématiques dans les pièces. Voilà. Et quoi, c'est une manière de témoigner et de supporter? J'ai eu des êtres phares comme ça. Claude Etienne, Pierre Laroche, Bernard de Coster, Serge Creuse, Anne Monitor. Enfin, la liste est longue. C'est sublime, Monique Durel. Et ils m'ont porté d'un endroit à
à l'autre, comme ça, Laurence Viette, je le dis, hein, vraiment, Magali, ils m'ont porté tous, les jeunes, les moins jeunes, etc., à un moment donné, à comprendre que je ne pouvais pas avoir reçu autant de choses sans à un moment donné me dire oui, et penser que c'était loin d'être la réalité dans le monde. Donc forcément m'intéresser à la souffrance, à l'injustice et à ce qui n'est pas tolérable sur la planète. Donc c'était clair. J'ai eu un monsieur qui s'appelle Bruno Duccoli qui aujourd'hui a un couvent qui est un lieu sublime. Je vous donne l'adresse, un lieu de ressourcement à Gagnano. Il donne même la communion pour ceux qui veulent bien tout ça et pour qui ça dit toutes sortes de choses merveilleuses. Et donc il fait tout ça et il m'a dit vraiment, ce sont des privilèges. On avait 16 ans, on était fils d'eurocrate, alors vous imaginez, vous tombez dans la du cocon au coton, enfin vous avez tout compris, à la crème, au machin. Et alors après ça, il nous dit, mais vous savez qu'il y a des compatriotes qui sont des enfants de votre âge, qui ont perdu la langue maternelle. Et qui ont perdu leur culture d'origine et qui ont perdu toutes sortes de possibilités d'accéder à un minimum de bien-être, d'échange, d'élégance dans la morale, évidemment. Il n'y a que celle-là qui compte. Alors j'ai dit oui, oui, ce sont les fils des mineurs qui étaient là en 50 et dont l'histoire est très connue contre les échanges, contre les sacs de charbon. Et alors voilà, on a été conscientisés, on a compris que le monde était ça aussi. Et donc on a été, avec Bruno, on s'est échangé avec les copains de notre âge et on a dit, mais alors nous on peut vous aider à réapprendre l'italien, à donner des cours d'italien, à donner des cours de latin. Et ça, à 16 ans, ça marque, évidemment. Ouais. Ça marque. Et c'est aussi un grand bonheur, un grand privilège, une grande chance. Si l'écriture est une manière pour vous de supporter ce monde qui est pas là, est-ce que c'est aussi une manière de cet engagement que vous avez et qui réapparaît régulièrement? Oui, engagement. Une force. Est-ce que vous croyez en la force de l'écriture? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça puisse marquer les gens et que ça puisse peut-être changer, même une petite goutte d'eau. Mais je dois parce que sinon je répète, dans le caniveau. Donc évidemment, j'y crois fondamentalement. Évidemment, on est de plus en plus, comment dirais-je, piégé, coincé par ce qu'on fait dans l'artisanat. On fait des choses avec très peu, parce que ça fait partie aussi quelquefois de choix esthétiques. Et puis aussi parce que les temps sont durs et qu'on n'a pas les moyens. Mais avec ce manque de moyens, on essaye de parler au cœur des gens parce que finalement, les choses les plus belles sont les plus simples. Bon, et alors, en même temps, il y a toutes sortes d'autres choses qui nous sont envoyées. Il y a Peter Pan, il y a des messages magnifiquement bariolés, pyrotechnisés, hollywoodisés, etc. Et c'est très bien. Alors en même temps, on se dit, est-ce qu'on va réussir à faire de l'artisanat encore longtemps? Est-ce qu'on va réussir? Et moi j'y crois, dans le pouvoir d'échanger des choses toutes simples sur la fable humaine, qui est quand même toujours, parce que Peter Pan c'est encore une fable humaine. Après, si on met les chanteurs sublimes, le cirque du soleil et tout ce qu'on veut, c'est magnifique. Il faut peut-être pas perdre la connexion avec l'origine du sens de ce que ça veut dire. L'émerveillement, l'enfant qui découvre, etc. etc. N'oublions pas la fable toute simple. Ne nous faisons pas submerger par la poudre aux yeux qui est sublime. Et tout le monde en veut. Et on a droit, évidemment, à avoir sa poudre aux yeux. C'est tellement bon, l'opium des peuples, à toutes les époques. Et aujourd'hui, on en a un solide. Les Starpation, là, comment est bon. Et donc, tous les enfants, moi je dis les parents, donc un monument au théâtre belge avec ce enfant, un monument à tous les parents qui aujourd'hui doivent éduquer, élever l'enfant qui est aujourd'hui le modèle en miniature du consommateur et qui donc reçoit forcément les honneurs, n'est-ce pas, de toute va-t-on dire, l'armée de ce que l'économie d'aujourd'hui
la consommation d'aujourd'hui et la croissance d'aujourd'hui met en place pour faire comprendre à ce petit enfant qu'il doit bien évidemment toujours pleurnicher pour obtenir le nouveau. Donc 2 monuments déjà. Déjà 2 monuments. Et après on va avec Fadila pour les on va voir avec Elio évidemment. Je n'ai pas vu encore. On va refaire un petit retour. Voilà. On voyage. Il y a eu Paris. Mon Dieu, ça c'était merveilleux. Il y a eu Paris et il y a eu une belle rencontre. Il y a eu Béja. Oui, il y a eu Jean-Louis Barrault. Et Jean-Louis, extraordinaire. Il vidait sa bouteille à 11h. À 11h du matin. C'était un bonheur du vin rouge français, millésimé. Et c'était extraordinaire. Maurice, non. Alors, quoi, ce sont des êtres phares. Je ne les ai pas cités, mais je n'ai pas la prétention de dire Maurice. Rediriger Jean-Louis Barrault pour qu'il ne tombe pas c'est beau. à une sortie de scène. Tu me fais raconter des choses. Je fais semblant Alors écoutez, ça se passe au théâtre du Rond-Point, les années, je ne sais plus, 80, 3, 4, 5, 6, 7. Et alors je joue dans l'Arlequin du théâtre de Foire. Donc Barrault m'a engagé. Il est très bien, ce petit, il est très bien engagé Et mon agent, n'est-ce pas, à l'époque, m'a obtenu un contrat extraordinaire. J'ai joué et il s'était trompé d'année. Il m'a engagé une année trop tôt. Non, sans jouer. J'ai écrit Leonardo. C'est cette année-là où j'ai écrit Leonardo, le souci de l'éphémère, que Bernard de Coster a mis en scène l'année d'après. Mais donc j'étais payé un an sans rien faire. Après, il m'a engagé vraiment et on a fait l'Arlequin. Et alors il était dans la salle. Alors il m'a dit 2 choses. Alors chérie, tu fais pas ta Jeanne Masse. C'était Jeanne Masse à l'époque. Il m'a donné une indication. Et puis par là, il sort par là. Et ça, c'était tout ce qu'il m'a dit. Et c'était extraordinaire. Par ça, il était d'un amical, d'un bon vivant, magnifique. Il parlait de tout sauf de théâtre. Ça l'emmerdait, j'avais l'impression qu'il complètement. Et il me racontait des choses sublimes. C'était pas de blagueur superbe. Et un jour, il monte en scène parce qu'il joue dans la pièce. Il a 2 scènes. Voilà. Il a 2 scènes et il a un costume qu'il essaie pour la première fois, évidemment, parce que avant ça, il dirigeait, donc il ne savait plus du tout. À un moment donné, il y a le noir, on était tous habitués, parce qu'avec l'acte, on changeait d'acte. Un grand noir sur le plateau, et moi j'étais avec un petit plateau, c'était qu'est-ce qui t'arrive? Non, je me demande si le noir, c'est toi mon fils! C'est mon fils. J'avais des gens, moi je l'ai pendant 1h30, je quelqu'un, puis l'autre tous les soirs, je faisais l'Arlequin, il sautait dans le truc. Et qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on va faire là? Je dis, je vais vous emmener en couille. Ah mais c'est vrai, c'est vrai. J'ai pris le bras et le pan a été vers la servante, ça s'appelle la servante. Philippe a intitulé sa compagnie. Là, il y a une petite lampe bleue qui est toujours en coulisses pour pas qu'on se Et j'ai ramené Papy Barrault et je me suis dit, ça y est, je ramène l'enfant du paradis. Il est mort quelques années plus tard, mais moi j'ai vécu cette chose sublime. Voilà, c'était un beau spectacle. C'était l'Arlequin au théâtre de Foire, le texte de Le Sage. Et je jouais 5 petites pièces, oui. Mais j'étais tombé là grâce à Bernard de Coster, qui avait fait, Bernard, moi ça a été une sublime, enfin, je l'ai rencontré, il avait 4 ans de plus que moi, 5 ans de plus que moi, c'était une affection, ça a été un camarade de professionnellement parlant exceptionnel, et donc une complicité totale, et c'est lui qui faisait des éclairages pour Maurice, parce qu'il avait rencontré Béja. Moi j'avais connu Béja
quand j'avais 15 ans. Il avait lancé un appel, non, même 13, 12, 14, je sais plus. Il avait lancé un appel à tous les jeunes qui avaient envie, je crois qu'à l'époque, il donnait des stages. Alors on lui disait, mais donne un peu des stages, un peu quand même pour le ministère et tout, ça fait bien. Alors on donnait des stages. Et je suis arrivé là et on était 30, une trentaine, garçons et filles, et on avait été sélectionnés. Et donc j'avais fait un combat dans le truc des oiseaux. Les oiseaux, alors j'ai encore l'autographe et tout, ils se souvenaient pas, ça qui a voulu de rire. Et alors avec un autre type, la branche, on faisait les aigles, alors tu sais, c'est magnifique, mais tu vas continuer, et après je l'ai retrouvé, donc c'était suivi grâce à Bernard de Coster qui faisait des lumières pour ses ballets. Et Bernard m'avait dirigé dans cette chose extraordinaire qui était le Frankenstein au National, où je me baladais à 20 mètres avec Robert Lepierre qui me chantait une berceuse parce que j'étais complètement à poil, comme dit Jean, à poil. Laurent Vier d'ailleurs dit: je vois Pietro la première fois tout nu, suspendu dans l'air, je suis spectatrice, c'est Frankenstein. J'ai mis le choc pour Laurent. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Je descendais comme ça, il y avait un grand silence, toute la pyrotechnie de l'époque. Il y avait aussi, la fumée, Jean-Claude, il faisait le docteur, j'ai tourné autour, et moi j'étais nu comme un verre, j'avais attendu pendant 3 quarts d'heure, 3 quarts d'heure suspendu, avec un truc, oui, et j'étais comme ça, avec une espèce de truc qui me tenait, et les trucs qui tombaient, et il enlevait, c'était le boyau, il m'enlevait le cordon ombilical, et je faisais... On m'avait fait des pots en lambeaux, comme ça, on entendait toutes les matinées scolaires. Je crois qu'il a une place centrale dans le monument, là il existe, parce qu'il est là le monument, il est dans le cœur. Ouais. Mais Bernard de Coster a été, comme on le sait, une étoile filante, un être surdoué qui a vraiment rencontré le théâtre au berceau, lui aussi, par un père André Lheureux, qui est toujours, à l'époque, les et de Coster a eu une carrière extraordinaire. C'était un type d'une force de volonté de travail totalement extraordinaire. Jusqu'à la toute fin, d'ailleurs. Jusqu'à la toute fin, où malade, il a dirigé encore, quelques mois avant de mourir, des pièces, dont l'une, j'avais l'immense privilège d'en faire partie, parce que c'était le dialogue de Borges avec Claude Etienne. Autre modèle extraordinaire, et Claude décédé 2 ans plus tard, et c'était lui jouait Borges. Et alors la complicité, pour vous dire, on était dans un moment de complicité, d'invention, de création lors d'une répétition. Alors Claude, garçon, tu me dis si je joue bien l'aveugle, je sais que c'est comme voilà. Et Claude était un homme d'instinct, un comédien d'instinct, qui avait été le maître, donc j'avais reçu la science théâtrale par lui, et donc jouer Borges à côté de lui jouait Borges, à un moment donné on a un flottement, et je sens que Bernard souffre parce qu'il manque quelque chose. Il se dit je vais devoir avoir une idée, c'est la chose la plus terrible, le metteur en scène doit avoir des idées, parce que les comédiens sont en carafe, ça c'est le jargon, carafe, et alors il ne se passe rien. Et tout à coup, je ne sais pas pourquoi ça me traverse, je dis une chose à l'oreille de Claude. Mais je ne dis rien, c'est juste... Et Claude qui comprend que c'est du jeu. Voilà. Et ça, c'était miraculeux. Bernard a dit bravo, on a trouvé. C'était juste une scène comme ça. Et je savais qu'il n'y avait pas de texte, qu'on devait inventer quelque chose. Et ça, tu ne peux avoir ça qu'en présence de Bernard de Coster et de Claude. Ouais. Est-ce que c'est un métier qu'on apprend? Oui, sûrement. Voilà, on parle du maître Claude Etienne. Il fut l'un des 2 maîtres. Il y a eu Claude Etienne. Qu'est-ce qu'on apprend quand on va au conservatoire? Mais beaucoup de choses au fond. On apprend à articuler. Alors Suzy, l'autre jour ici, elle a presque tout entendu. Parce qu'il faut entendre au théâtre, il faut articuler.
articuler, il y a une affaire. Moi, je n'ai pas beaucoup de problèmes parce que par mon instinct, comme ça, j'hyperarticule. Virginie, qui était là pendant quand même 1 an et demi, m'a dit tu désarticules un peu. Metteuse en scène du spectacle. Metteuse en scène d'Orphéon. Parce que si tu surarticules et si tu martèles, tu vas saouler tout le monde au bout de 3 quarts d'heure. Comme ça dure 1h15, c'est dommage. Mais on apprend tout ça. Moi, j'ai trop. Voilà, ça se voit. J'ai trop et on va enlever un peu. Donc au conservatoire, on m'a aidé. D'abord, on m'a aidé à... C'est le côté latin, ça? Oui, je crois bien. Trop épicé, trop tout ça, trop coloré, trop habillé. Et donc après on apprend à mettre un peu, voilà, comme on dit, de l'eau partout, on liquéfie un peu, mais en même temps les couleurs restent, et ça c'est toute l'alchimie qu'il faut apprendre. Et c'est vrai que là on l'apprend. J'ai eu des professeurs merveilleux qui te font travailler des scènes classiques avec des vers, avec des choses magnifiques, des textes, de la littérature, le théâtre littéraire. Puis alors après on apprend le corps quand on n'a pas, il faut en acquérir un, mais beaucoup de comédiens ont un corps, évidemment. Pour nous, bouger, parler, ça fait partie, c'est nos outils, hein, donc ça c'est clair. Mais les écoles servent à ça. Alors, ça passe par des charismes de professeurs. L'école artistique aujourd'hui vit aussi un trauma. Donc, encore un monument, l'école artistique. Comprendre qu'aujourd'hui l'école artistique est prise d'assaut par toute une série de facilités superbes qu'on peut évidemment se féliciter d'avoir dans les temps contemporains. On clique et on est en ligne avec Facebook et alors là on dit oui tu peux venir assister à mes spectacles. Alors le gars qui est là payé par la communauté française des contribuables payant le truc fédéral dit mais oui mais alors moi qu'est-ce que je fais ici? Donc c'est une vraie réalité. Donc aujourd'hui les écoles artistiques doivent tenir compte de cette mondiale kermesse patagonicienne qui fait que on dit on peut accéder à des personnalités, à des savoirs, à des choses, indépendamment de l'être présent là, etc. Et donc il faut évoluer avec son temps. Il faut évoluer avec son temps. Il y a des choses qu'on n'apprend pas malgré tout à l'école. Non, bien sûr. Et dans ces métiers-là, quand même, c'est l'intuition. Il y a une phrase qui m'a été... c'est de vous, Laurence. Oui. Vous ne vous énervez pas souvent, ni en répétition, ni quand vous transmettez, mais par contre, vous êtes un jour énervé sur un comédien en lui disant « Tu es un caillou ». Un caillou, un acteur, c'est une éponge, et toi, tu es un caillou. C'est ça, un comédien, c'est une éponge. Oui, mais oui, c'est évident. Je ne sais plus du tout qu'il me pardonne. Je ne sais plus du tout. Mais c'est vrai, je crois que c'est très vrai, une éponge, parce que nous sommes formés à ça. Nous devons incarner ou le réel, ou le non réel, ou ce qui tient lieu d'eux. Et donc, c'est jamais la réalité, mais forcément, on doit voir je dirais, les couleurs et les matériaux premiers qui font qu'on doit pouvoir après représenter la distraction, l'affection, la peur, l'agonie, l'angoisse, le rire, le compte en banque, gagner à la tombola, etc. On vous dit maintenant tu gagnes à la tombola, tu sors, on te filme, clac, et moi j'ai jamais gagné à la tombola. Quand même essayer de s'imaginer. De là, on regarde, et c'est un grand bonheur, les gens adorent, les comédiens adorent regarder. Pour nous, on nous apprend l'être humain, voilà, c'est vous, et donc quand on est dans une gare, on est là et on se poste et on voit comment marche voilà, ça c'est, et on dit, mais c'est enfantin, c'est difficile, voilà, et c'est ça l'éponge, c'est ça. Alors j'ai dû dire à cette personne miraculeuse, qui était, parce qu'on est tous des miraculés, de toute façon, et on donne du miracle, on ne comprend pas ce qui nous arrive en scène. L'autre jour, j'ai un ami qui me dit, mais toujours la même phrase, mais comment tu retiens tout ça? Mais c'est encore rien, c'est le trac, l'angoisse, vous savez, vous avez représenté quand même un trauma tous les soirs, hein, ça veut dire aussi, donc le monument aussi au public, qui vous aide à vous mettre dans un état second, et c'est le seul lieu, j'ai joué avec 42 de fièvre, et je me suis évanoui en sortant, mais la représentation était impeccable. En
enfin pour moi, après, bon, le metteur en scène m'a dit, on dirait que tu avais un petit problème. Le spectateur n'a rien vu. Et c'est ça la magie, le miracle de ce lieu. Donc même la personne à qui j'ai dit qu'il était un caillou, c'était sûrement un très beau galet. Belle épaule. Qui a dit, un jour de cours, un premier jour de cours, vous avez déjà écrit une liste de courses, une lettre d'amour, alors vous savez écrire, allez hop, on y va. Mais c'est merveilleux. Je l'ai dit parce qu'un jour, alors, donc j'ai hérité réellement du cours de Bernard. Après son décès, j'ai hérité de la classe, vraiment de Bernard au conservatoire, et Pierre Laroche, que j'avais comme maître dans Bernard, m'a dit, viens alors, bien sûr, et tu deviens chargé de cours au conservatoire. C'est comme ça que je suis devenu chargé de cours au conservatoire, à un âge où on est chargé de rien du tout. Et encore moins de donner cours à des presque camarades au niveau de l'âge. Donc j'étais relativement jeune pour la responsabilité. Et alors un jour on m'a fait confiance parce qu'on m'a dit oui, et puis tu écris, donc peut-être. Et alors c'est né, je ne sais plus comment. J'ai dit, mais écoutez, moi je veux bien parler aux profs responsables, titulaires, etc. Et s'il y en a parmi vous, j'avais inventé Temporalia, c'est-à-dire qu'en 92, avec des copains écrivains pour le théâtre, Serge Gribus, Hélène Gailly, Françoise Deville, et qui faisait les Nocturnes botaniques, qui est restée une amie magnifique. Enfin, on s'est mis en tête, Michelina Diangles Munoz, qui est traductrice de l'espagnol, on a mis en marche une ASBL pour le soutien, l'encouragement des jeunes auteurs dramatiques. Et c'était la même période où je me retrouvais au conservatoire et je me suis dit, mais certainement, alors je suis tombé dans des classes avec des Laurence Vielle, avec des Vincent Margane, avec des êtres extraordinaires qui avaient la plume au bec, et puis d'autres qui, je sentais le hors. Et alors je me suis pris d'affection pour l'idée de faire naître chez tout le monde cette espèce de droit à l'écriture, un atelier d'écriture, on s'exprime, on lâche, etc. Et eux, comme ils étaient comédiens et qu'ils connaissaient par instinct, parce que vous savez, on est tous dans ce métier des grands instinctifs avant d'être des éponges ou des galets, on est des grands instinctifs et on sait comment vont les choses, on a une espèce de préscience, c'est pour ça que c'est très difficile d'être le pédagogue, parce qu'il faut ne pas ternir cette chose qu'on a d'inné, Et alors j'ai dit, mais vous savez écrire, parce que vous avez certainement écrit une lettre d'amour, une liste de courses, et donc vous écrivez maintenant une scène de théâtre, avec entre lui et elle et lui, 1, 2, dialogue, 3, 4. Et ça a donné des choses extraordinaires. Après, on a fait les Grimm, par exemple, Laurent, toute la classe, on a réécrit les contes de Grimm. Alors là, c'était encore plus fort parce qu'on partait des grandes fables des frères Grimm. Donc ça, c'était magnifique. Mais il les jouait, il les mettait en scène, il les avait écrites. Voilà. Donc ça a été pour moi des années joyeuses où j'ai découvert, pas la pédagogie, parce que je ne sais rien au niveau de la pédagogie, pourtant j'étais quelques 6 et 3 ans à Mons, mais c'était sublime aussi de les aider à écrire. Ouais, pour parler de votre écriture, il y a Stéphane, que vous avez bien connu et avec qui vous avez connu Paris, vous aviez 27 ans. Oui. Et justement, durant cette année, vous avez été bien à faire, mais vous avez écrit notamment Leonardo. Alors il dit, il passait des heures à écrire sur sa petite table ovale qui faisait un bruit pas possible. Il écrivait dans l'urgence avec son beau stylo Rotring et devant une image de la Vierge empêchant son fils de marcher sur le serpent. Toutes les heures, il débarquait en disant « Je peux te lire ». Immense besoin d'être écouté, d'être entendu, puis l'acharnement de l'écriture continuait, des heures d'extase. Stéphane insiste sur le boucan que vous faisiez quand vous écriviez. Il y a une espèce d'urgence, c'est un truc qui va sortir. Mais oui, c'est Paris, hein, donc j'avais la petite... Et alors, donc on la connaît encore, elle est très belle, elle passe de temps en temps dans les théâtres, elle ressemble un peu à Anouk Aimée, un mélange entre Anouk Aimée, Stéphane Obergen, j'appelle Prouchka. Et alors, on était là dans ce petit espace, et c'est vrai que ça a été des moments
de pulsion, je dirais, comme ça. Quand l'écriture vous a... Alors, je ne savais pas vers quoi j'allais. Elle dit extase aussi. Hein. Oui, oui, oui. Ah oui, chez moi, oui. Alors voilà, je ne fumais rien de particulier. Je ne buvais pas encore autant qu'aujourd'hui le vin rouge. Mais non, j'avais besoin de ces bouffées de... Alors, la moitié, elle était très sévère. Il disait, mais ça ne vaut pas grand-chose. Alors donc là, je comprenais que je devais remettre le métier sur... Voilà. Et c'est parce qu'on est très... Je suis coloré, donc on est dans un moment... On se sent traversé. Moi, je me sens traversé par les histoires et les écritures. C'était la Vierge des palefreniers du Caravage, et je m'étais dit, il y a une histoire. Cette femme tient le bébé, l'enfant Jésus, et l'enfant Jésus veut mettre le pied sur le père, et elle met le pied avant lui. Et du palefrenier, le serpent. Et à côté, il y a Elisabeth qui regarde la scène comme ça. Et donc, j'avais inventé un dialogue à trois. Et alors, je m'étais pris dedans avec mon frère qui était dans la salle, justement, le frère jumeau qui disait à celui qui jouait, mais ce n'est pas comme ça, la mère. Donc, c'était déjà la maternité. Ça me hante, dans le très beau sens du terme, le fantasme de la mère qui donne vie et qui, après, toute la vie accompagne et défend du danger l'être auquel... Alors, voilà, c'est des thèmes et des sujets qui sont... Et c'est complètement pulsionnel. Un peintre jette des couleurs sur une toile. Moi, c'est pareil. On dirait que je pète, mais c'est la... c'est la chaise. Et voilà, les vêtements, la Chine. Nous sommes fabriqués de la Chine. Vous savez qu'il y a des pignons chinois. Alors, tu vas donc dans le canal, tu as 21 kilos, c'est les Chinois. Les pêches. Deuxième catégorie, 25 kilos, c'est les Chinois, première catégorie, et 45, c'est les Espagnols. Alors évidemment, les pignons chinois, on achète les pignons chinois. Et donc, je disais que le geste comme ça est très coloré, est très émotionnel, très envoûtant. C'est pour ça, elle a servi de mentor, vraiment, parce que je lui donnais en lecture, en tant que comédien, évidemment, une jouissance de lire les premières choses comme ça. Je le faisais avec ma mère, avec les poèmes. Les poèmes, j'écrivais un poème, et alors j'allais tout de suite dans la chambre de maman, et j'étais, maman, regarde, je vais te lire tout de suite. Déjà, voilà, ça c'est les privilèges encore de l'enfance. Et là, après l'âge adulte, j'avais ces femmes, et qui me disaient, non, alors là, oui, j'écoute volontiers, ça oui, ça non. Mais donc voilà, et l'oralité de l'écriture théâtrale. Donc je faisais vraiment le laboratoire. Après j'ai eu Vera Feder un jour, ça c'était merveilleux. Elle m'a téléphoné à l'hôpital. Oui, là j'avais le téléphone comme ça, je dis c'est pas possible. Oui. Alors écoutez, voilà, je suis chargée de réaliser une voix sublime. Et alors je dis, ah oui, alors voilà, là ça c'est bien, alors c'est vous. Alors je dis, pardon, oui, c'est moi. Mais c'est vous, alors c'est vous à Avignon cette année. Alors, pourriez-vous m'envoyer quelque chose? Alors je dis, mais je n'ai rien. Ah ben c'est pas grave, qu'est-ce que vous avez écrit? Alors je dis, mais voilà, des petites choses. Bon, écoutez, je vais vous lire, vous m'envoyez tout ça, et puis on va se voir, peut-être on va décider. Et elle m'a retéléphoné 4 mois après. C'est une catastrophe, il n'y a rien. Je dis, vous comprenez, c'est pas grave, je préfère vous lire. Non, mais non, vous comprenez, Pietro San, c'est devenu une amie, une personne merveilleuse. J'ai raccroché, j'ai dit, Vincent, je vais écrire quelque chose. J'ai Vera Feder au bout du fil, ça n'arrivera plus jamais. Et donc je vais écrire. Et j'ai écrit La Résistante. C'est elle, Laurence m'a donné un coup de poing dans les fesses parce qu'un jour elle m'a dit, maintenant tu nous écris. De Coster venait de mourir, il avait mis en scène, c'est lui qui m'a mis en scène coup sur coup Les Ailes de la Nuit et Leonardo. Et pour un auteur, être mis en scène, c'est la plus belle chose de théâtre, évidemment. Sans quoi vous faites un paquet de feuilles qui reste dans un tiroir, ça ne sert strictement à rien. Bien. Donc il a monté les pièces, ça a eu un beau succès. Après il est mort, c'est l'horreur, par seul. Et Laurence, paf, maintenant tu écris une pièce. Et alors elle m'a fait écrire Alba Rosa, cette merveille alors j'ai abordé, mon Dieu, l'intelligentsia socialiste de la culture brabançonne n'a pas du tout aimé. La révélation, la jeune femme qui a la révélation qui rentre dans les ordres. Ça n'avait pas la cote, c'était pas tendance pour un sou. Donc on a été joué aux abattoirs d'Internet. Avec les cochons.
bouteille de rond, de carotte et francs 50. Et Laurence rayonnait. Mais justement, elle parle de ça. Pietro est une pièce, Alba Roja, une jeune femme rencontre la joie titane, entre guillemets, et entre dans les ordres pour se donner à cette joie-là. Pietro et la joie, trois petits termes. J'ai l'impression qu'elle aimerait bien, si vous savez bien, que vous parliez de la joie. C'est quoi la joie pour vous? Parce que là, une forme de joie ici. Oui. C'est une forme de joie. Oui. C'est cette chose qui est indéfinissable dont j'essaie de parler depuis une demi-heure, qui est le fait de devoir se passer pour savoir si on est dans le rêve ou pas. C'est cette chose immense dans laquelle je suis né, qui est cette bulle. J'ai une autre amie qui me dit, pense toujours que tu es entouré d'une bulle rose. Et je pense toujours à cette bulle rose qui me protège et qui m'aide, et je suis toujours dedans. Et c'est cette chose-là. Et je pense qu'elle est transmissible, elle est contagieuse, heureusement. Mais le problème, c'est qu'il faut la nourrir. Alors moi, voilà, je la nourris tous les matins, je ne sais pas comment, peut-être dans le sommeil. J'ai un article là, table de chevet maintenant, le cycle du sommeil. Je regarde ça, c'était paradoxal. J'ai duré un quart d'heure, 20 minutes, on fait toutes sortes de choses et on se souvient, on passe et là on rêve. Mais le profond, où vous partez, vous n'êtes plus là. Vous êtes où? Donc c'est le mystère. Et je crois que là, moi, je mets la prise, je recharge les batteries et je bois de la joie pure et je relance. Et chaque matin, avec le ciel bruxellois, pourquoi pas? Ça fait quand même 54 ans que je l'ai à la place de l'autre. Voilà. Et ben, je regarde la lumière. Et la lumière donne quelque chose qui est indicible, non? Comme énergie, comme positive aussi. Je me dis, tout peut être arrangé. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, pas toutes ces phrases ridicules, idiotes. Et donc finalement, oui, il y a les Américains font des cours. Hein, ils ont compris, de toute façon, à partir du moment. On ne va pas être ridicule dans 2 mois, on va vraiment se corriger. Ah oui, d'accord. Et c'est devenu une amie, une personne merveilleuse. Est-ce que cette bulle rose dans laquelle vous vivez, il y a de temps en temps de la peur, de l'angoisse? Est-ce que ce métier, parfois, vous fait peur? Je sais pas moi, à 1 heure, moins d'1 heure avant le lever de rideau. Il n'y a pas de rideau. Non, il n'y a pas de rideau. Non, mais je le disais tout à l'heure, c'est le traumatisme, le trac, on sue un peu, mais c'est très physiologique au fond. Non, c'est très léger. Alors surtout dans Orphéon, pour moi, c'est une merveille totale, évidemment. Je me dis, si je pouvais jouer ça, par exemple, 6 mois, puis me reposer 1 mois et rejouer 6 mois. Voilà, je me suis arrêté ça. C'est que vous avez été offerte? Oui, offerte. C'est un énième cadeau, donc un monument à Stanislas Gueton. qui m'a offert une pièce de théâtre, effectivement, comme un cadeau sublime. J'ai dit, voilà, et un jour je tombe, parce qu'avec Stan, on avait fait Temporalia, entre autres, on fait plein de choses, Marageltat, on avait une autre association qui s'appelle Marageltat, c'est Virginie aussi, Thirion. Et alors, tout le monde écrit merveilleusement, et Stan m'a fait, parce que je tombe sur un texte d'une femme amoureuse, et je dis, je vais le jouer, ah non, je suis désolé, je l'ai promis à telle comédienne, je dis, alors tu m'écris le même, oui d'accord, je t'écris le même, alors il m'a écrit, et c'était un monologue, et je dis, non, l'amour c'est à deux. Ça a coincé pendant quelques années. Moi j'ai fait trop de choses tout seul en scène. Il y a des choses où on va arrêter de les faire tout seul à un moment donné, il faut les faire avec quelqu'un d'autre. Et donc j'ai senti que ça devait être à deux. Et je le lui ai dit. Il m'a dit tu as raison. Et à partir du moment où c'est devenu un dialogue, là voilà, ici de nouveau en haut, ils nous ont fait confiance, Paty et Michel, et c'était le rêve. Et c'est une pièce formidable qui parle de choses magnifiques, on ne va rien en dire parce que j'ai compris que tout le monde n'était pas encore venu. Mais donc c'est pour moi, voilà ça. Mais pas de peur, pas d'angoisse. Non, la vraie angoisse, c'est l'imbécilité. C'est la médiocrité de la pensée. C'est ça. L'angoisse, c'est de me retrouver, par exemple, avec des flics. Mais j'ai eu Est-ce qu'il y en a dans la salle ce soir? Il y a un grand ami qui nettoie ici, qui était à la police avant. Il nettoie, il est magnifique. Non, mais pas parce qu'ils sont flics, parce que, comment dire, il y a quelque chose à un moment donné dans le porter d'uniforme comme ça, qui est une façon de fondamentalement incarner une fonction et un pouvoir. Et j'ai eu un trauma parce que je jouais donc au Ciné-Rio et je sortais de scène avec un poignard et plein d'hémoglobine et je me suis retrouvé
Un soir, c'était la générale, et je me suis retrouvé avec 2 flics. Avec le revolver. Et je dis, c'est fini. J'ai fait pipi, les gens ont commencé à faire. J'ai commencé, c'est fini très vite. C'est une carrière fulgurante. J'ai tout défilé, comme on dit, hein, la longue vie, j'étais parti. Et alors, il m'a fait comme ça. Et puis, à un moment donné, il y a eu un suspense, je ne sais pas quel a été le doigt qui a pris le truc, le miracle. Et ce type a eu, à un moment donné, une lueur comme ça. Et moi, j'ai osé dire, j'ai dit le mot théâtre. Je crois, en faisant tout ce que je faisais, théâtre. Alors le type a juste eu l'œil qui a déconnecté de la rage meurtrière dans la classe. Il allait tirer, je crois qu'il allait tirer parce qu'il m'a tapé pour que je fasse tomber le couteau. Voilà, donc ça c'est le trauma de l'uniforme des filles. Mais alors, c'est l'angoisse de me retrouver dans l'erreur, dans la balle perdue, dans l'horrible chose de ces gens, de ces étudiants qui meurent parce que Giuliani à Gênes, alors voilà, on dit la balle perdue, mais c'est ça, on est dans des mouvements de société qui disent des choses. Bien sûr, il y a de la violence parce que voilà, il faut comprendre, hein, c'est le débat est là. À la violence, on répond par la violence à un moment donné, probablement, hein, il ne faudrait pas, mais bon, alors là, voilà. Et alors, on est dans une chose comme ça parce que je pense aussi qu'il faut étudier. Il faut quand même étudier. Il faut dire aux jeunes, plus que jamais, le plafond. Il faut soulever le plafond intellectuel, mental. Il faut voir des œuvres de Picasso. Et je voudrais qu'à la police et beaucoup ailleurs, là où ça manque, on apprenne à lire des choses un peu plus compliquées que la DH. Et c'est ça le problème. C'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur. Ça fait très très peur. Ce qui fait peur, c'est de dire voilà, on arrête là parce que c'est trop compliqué, on arrête là parce que après ça ne nous concerne pas, on arrête là parce que c'est leur problème. Ça fait peur. Ouais. On va terminer par la cuisine. Non, mais il est déjà presque 20 là, 7h20. Mais ça va, moi. Ça va, j'ai besoin de 5 minutes. On va terminer par la cuisine parce que on m'a dit que vous étiez un vrai cuisinier. Non, c'est très alimentaire, mais très joyeux, comme tout le reste. C'est quoi, et donc, la cuisine, c'est le partage? C'est le partage, c'est le partage. Et les fleurs de courgettes farcies. Mais ça, c'est la grand-mère. Il a questionné tout le monde. Oh oui, je vous dis un poème. Non, ma grand-mère, les fleurs de courgettes se mangent en Italie, c'est un plat traditionnel. Et moi je voyais ma maman, mais ma grand-mère d'abord, Caterina Torri Spinelli, qui mettait le petit morceau de mozzarella dans la fleur, avec un petit peu de poudre, elle avait une pommade, là, je crois que c'était une pommade, c'est la pâte d'anchois qu'on vend en Italie dans des tubes, des choses comme ça. Et alors après, elle refermait, et la pastella. La pastella, c'est simplement de la farine avec de l'eau, un peu de lait, et elle faisait ça, et puis elle les frit dans de l'huile d'olive, à peine chaude, parce que sinon c'est très mauvais. Et donc voilà, et ça se mange. Cuisine. Alors, si pas fin cuisiner, c'est Laurence qui dit. Oui, mais c'est parce que je m'amuse, elle me fait honneur. Mais la cuisine, c'est comme le théâtre, c'est une affaire de partage. Oui, mais je ensemble au même moment. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi pour rendre hommage peut-être comment dirais-je, aux saveurs, hein, c'est Proust, aux saveurs qu'on n'a pas toujours l'occasion d'avoir. Et donc mélanger, oui, par exemple, voilà, les fameux, quand on rentre le soir très tard et qu'on a un petit fringale, c'est de nouveau l'huile d'olive à peine. L'ail, on enlève l'indiscrète, hein, c'est plus digeste, hein, l'ail, et alors peperoncino, hein, le poulet, et vous mettez ça sur les pâtes
al dente, elles doivent être crues presque, parce que vous avez, et c'est bon, c'est chaud, c'est l'ail et le peperoncino, voilà. Et on peut agrémenter par un peu de persil méditerranéen, le persil plat, hein, pas les épis. Il vous donnera la recette. On vous donnera la recette. Mais c'est très bon, ça, et tout le monde sait faire, ça, oui. Alors des questions, ben, j'espère que vous en avez quelques-unes, parce que moi je vais me retirer, et puis je vous laisse la place pour les 5-10 minutes qui restent. Ben, voilà, vous pouvez poser des questions à Pietro concernant les multiples casquettes des recettes de cuisine. Il y a un micro qui se trouve là, donc vous levez la main, et puis si vous voulez poser une question, il y a 2 questions, voilà, madame et monsieur en dessous. C'est pas une question, en fait, vous avez parlé de Bernard Marbet. La première fois que je vous ai vu, c'était chez Bernard Marbet, parce que j'ai fait les 5 ans d'art dramatique chez lui, et je me souviens que lors des concours, vous donniez la réplique, et dans les coulisses, on se disait des beaux vers, des vers de Racine, des vers de Molière, des vers de Lamartine, pour évacuer le trac. C'était vraiment un moment merveilleux, et je m'en souviendrai toujours. Voilà, merci. Merci à vous. Il fait partie de votre famille, Bernard. Vous êtes parrain. Je suis parrain d'Isée, oui, c'est Isée Marbet, quelle belle fille merveilleuse. Mais Bernard, c'est un maître. Mais c'est un maître total, Oui, même 3 presque, 2 mètres. C'est plusieurs fois par an. Oui, j'ai mon cousin Germain et j'ai la merveilleuse Antoinette Collard-Neven-Damas. Voilà. Oui, qui est la fille de Geneviève, de Jean-Philippe Collard-Neven. Oui. Monsieur a une question. Je suis un parrain gâteau. Est-ce que vous êtes encore dans l'écriture actuellement? Oui, alors actuellement, j'ose écrire une pièce qui s'intitule « Qui a tué Amy Winehouse ?» Tu vois, le titre est beau. Donc, sur le thème de la violence. Non, sur le... Alors, c'est... figurez-vous, le thème, le titre et puis le thème, eh bien, je vous le donne tout de go. Le pitch, ça s'appelle le pitch, vous savez, on dit aux auteurs et tout à dire en 3 mots de quoi ça parle. Eh bien, c'est un jeune clown sans frontières, vous savez, les clowns sans frontières, voilà, qui, déçu, aigri, meurtri, songe à passer l'arme à gauche, et dans cet état-là, il connecte l'ange. Voilà, donc c'est la rencontre entre l'ange Sambuca, ange triangulaire, et le jeune clown sans frontières. Voilà. Et qui veut mourir parce qu'il en a marre de voir des enfants qui pleurent sous les bourbeux et qui n'arrivent plus à les faire rire. Voilà. Quand on a écrit une pièce, ça prend combien de temps avant que les spectateurs puissent s'abandonner là? Voilà, il faut. Alors ça va en... C'est comme voilà, quand on écrit un scénario, il faut le financement, oui, voilà. Les acteurs. Mais tu as tout dit, donc ça Vous va de... C'est parfait, ça va de 1 an à 2 siècles. Et alors après 2 siècles... Et en moyenne? Oui, oh, je dirais 70 ans. Ouais. 70 ans, c'est une rareté, hein. C'est vraiment un miracle. Les textes n'ont pas été joués, ne sont pas oui, de moi. Oh non, pas tant que ça quand même, voilà, une dizaine. Non, mais c'est parce que je n'ai pas la production de certains confrères qui ont les tiroirs pleins et qui, oui, non, c'est vraiment Vogelpick, hein. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, on ne sait pas comment ça se fait. Et j'ai Popcorn que je voudrais terminer. Et alors je dis que ce sont aujourd'hui des camarades comédiennes et comédiens qui au fond créent l'occasion, qui fait le larron, qui me poussent à écrire voilà, pour eux, en pensant à eux. Ils sont très discrets, mais je les honore, j'essaie de les honorer toujours. Et c'est toujours dans la même extase que vous écrivez? Ah oui. Là, on parlait d'extase, c'était... Oui, c'est toujours dans la même extase. Et par exemple, je suis aujourd'hui très clairement, comment dirais, photovoltaïque. Je suis devenu photovoltaïque, je m'en rends compte parce que j'ai besoin d'écrire au soleil. Alors, je suis dehors par tous les temps, mais évidemment solaire si possible, et je fonctionne. Donc, probablement qu'il y a une jonction entre l'extase et le soleil. Donc, durable. Ce qui est
Quelqu'un a encore une question? Ah, deux questions. Quel honneur. Deux voisins. Mademoiselle. Mademoiselle était là hier soir. Et les questions. Ah oui, vous les voyez? Ah oui, moi je les vois. Spectateurs. Je les vois, je les vois. Mais justement, c'est ma question en tant que spectatrice. Bonjour. Bonjour. En tant que spectatrice, enfin voilà, vous avez un jeu très participatif. Je vous ai vu aussi dans des collaborations justement avec Laurence Vielle, etc. et notamment aussi hier. Vous n'hésitez pas à poser des questions publiques, à venir très près. Et je voulais savoir si c'était pour garder l'attention des spectateurs ou bien si vous espériez vraiment une réponse. Parce que parfois j'ai envie de vous répondre, mais je ne sais jamais dans quelle mesure il y a une place dans le spectacle. Vous êtes merveilleuse. Vous savez, moi je fais comme mon immense modèle, statue, Alexandre von Sivers. Il dit, je fais ce qu'on me dit de faire. Et c'est exactement ça, la mise en scène de Virginie Thirion que nous avons, vous me direz, faire ensemble, bien sûr, mais c'est elle qui a vraiment voulu dans la pièce, le metteur en scène choisit la manière dont vous entrez, à la manière dont vous sortez. Tout ce qu'il fait, il le fait bien sûr avec vous, en vous donnant l'envie d'apporter mais en même temps vous guide complètement. Donc c'est imposé, c'est un canevas imposé. Et elle a eu je trouve, très belle idée de créer ce rapport d'Orphéon. D'ailleurs, Elmer n'a pas vraiment le même. Vous avez remarqué, l'autre personnage n'a pas le même. Mais Orphéon, parce qu'avec un matériau tellement écrit, elle s'est dit, si Orphéon reste avec un quatrième mur, ce qu'on appelle le quatrième mur, c'est-à-dire qu'il fait semblant qu'il n'y a personne, etc., il est dans la forêt, etc. Par contre, là, il est avec Guy, Colette, tous les amis, et voilà. Et je vous regarde, et elle m'a même dit, tu prends une personne précise, dans les yeux. Eh bien, ça crée pour elle le personnage, ça aide le personnage à acquérir toutes ses couleurs, à acquérir toute sa physionomie de personnage, voilà, le psychique et physique d'ailleurs, le mouvement va de pair. Ouais, et si elle répond, ça déstabilise. Ah voilà, l'autre question. Ben, écoutez, c'est possible, c'est possible. Il y a un monsieur qui m'a répondu un soir, mais je n'ai pas compris ça. Alors je lui ai dit, ah oui, peut-être il a dit ça, et j'ai continué mon texte. Mais je ferai avec. Mais je pense, pour le moment, personne ne m'a répondu. Donc je crois que dans la manière dont je le fais, je n'attends pas vraiment la réponse. Parce que sinon, c'est facile, j'attends un peu plus de temps et je vous repose la question, vous voyez, on le sent. Parce que dans une pièce à la Balsamine, je me souviens, vous aviez posé une question concernant la conjugaison d'un verbe. Oui. Et là aussi, on ne sait pas en tant que spectateur si on peut, enfin jusqu'à quel point on peut interagir avec le comédien. C'est tout à fait. Oui, c'est toujours un peu délicat et c'est un peu mal on met un peu mal à l'aise. Oui, ça je devrais faire attention. Mais disons que c'est un petit peu une manière de brusquer la chose. Ça fonctionne. Oui, elle est intentionnelle. Oui, c'était essentiel. Bonsoir. Nous avons reçu récemment un autre acteur ici, et également auteur, Olivier Massart, et qui lui aussi, comme vous, a un certain rapport à la cuisine. Alors je me demandais si vous aviez déjà travaillé avec lui, soit en cuisine, soit en réalisation. Non, avec Olivier, je n'ai pas encore eu l'immense plaisir de travailler ni en cuisine, ni sur le plateau, mais oui, mais c'était, il est merveilleux, il a ce Cyrano, mais qui fait partie déjà de tant de choses qu'il a faites avant, parce que il a aujourd'hui toute sa maturité, il incarne des rôles phares, mais c'est un comédien chevronné de longue date, hein, Olivier. Il a une formation extraordinaire, il a un talent fou et surtout une humanité et une gourmandise de vie comme ça qui nous apparente. Oui. Merci Pietro, on va aller vous poser quelques